On va essayer. Bonjour à tous. Ouais. Bonjour à tous. Donc je vais me présenter. Je suis Chloé Boutroy, responsable de l'équipe technique réglementaire chez Intertech depuis 2017. Et il y a 10 ans, du coup, j'étais à l'UCO en tant qu'étudiante dans cette même salle. Et aujourd'hui, je suis accompagnée d'Anne-Sophie Morisseau, de la société Intertech également, qui est responsable de l'évaluation de la sécurité des emballages, qui est aussi pharmacien toxicologue. Donc aujourd'hui, on a choisi de vous parler du sujet de l'évaluation de la sécurité des emballages cosmétiques, avec une illustration pour un produit destiné aux sportifs, pour faire le clin d'œil avec le thème du jour. Et on a choisi ce thème parce qu'on sait au travers de nos clients, qui sont des personnes responsables, que la partie emballage, c'est un petit peu... En général, les personnes responsables ne sont pas très à l'aise avec le sujet. Donc on va faire un bref rappel réglementaire. Après, on parlera plus en détail de notre approche de l'évaluation de la sécurité des packaging cosmétiques. Et on finira par une petite conclusion. Donc en ce qui concerne le contexte réglementaire, donc comme vous le savez tous, les produits cosmétiques en Europe sont régis par le règlement 1223/2009. Donc l'article 3 est un des plus importants puisqu'il explique qu'un produit cosmétique doit être sûr pour la santé humaine. L'article 10 explique qu'avant la mise sur le marché d'un produit cosmétique, la personne responsable doit vérifier la sécurité du produit en rédigeant un rapport sur la sécurité. Et dans l'article 17, cet article indique que la présence d'une petite quantité d'une substance interdite est autorisée à condition qu'elle soit techniquement inévitable. Et cette substance peut être apportée donc, par les ingrédients, le process de fabrication, mais aussi par l'emballage. Donc c'est juste pour la petite dernière phrase. Donc ces 3 articles nous permettent de dire que l'évaluation de la sécurité de l'emballage doit bien faire partie du rapport sur la sécurité du produit cosmétique. Donc ça, on va passer vite parce que cette slide, c'était une petite erreur. Donc, le rapport sur la sécurité doit être rédigé selon l'annexe 1 du règlement cosmétique. Et cette partie 4 de cette annexe 1 explique qu'on doit figurer sur ce rapport les caractéristiques pertinentes du matériau d'emballage, notamment sa pureté et sa stabilité. Voilà, sur cette partie-là. Et la Commission européenne a aussi mis en place des lignes directrices, donc qui donnent un petit peu plus de détails que le règlement cosmétique. Le matériau d'emballage, donc il est désigné en fait par le contenant, on l'appelle aussi souvent l'emballage primaire, et c'est celui qui est bien en contact direct avec la formulation. Et donc l'emballage peut avoir un impact sur la sécurité du produit par plusieurs facteurs. Donc l'interaction entre le produit et l'emballage, mais aussi les propriétés barrières du matériau d'emballage ou la migration de substances depuis ou vers le matériau d'emballage. Donc il n'y a aucune règle standard sur l'évaluation de la sécurité des emballages cosmétiques. Donc c'est du cas par cas et chaque produit doit être évalué en fonction de ses propres caractéristiques spécifiques. Donc ce qui est important en tant que personne responsable de transmettre à votre évaluateur de la sécurité sur la partie packaging, c'est la composition du matériau d'emballage, donc avec les substances techniques telles que les additifs, les colorants, etc. Les impuretés qui sont techniquement inévitables et les données de migration si elles sont disponibles. Donc, ce qui est à prendre en considération importante, c'est que les matériaux d'emballage ne sont pas de simples substances ou des mélanges, comme un jus, un produit cosmétique. C'est généralement constitué de plusieurs composants, et chaque composant peut être fabriqué à partir de différents matériaux. Et certains composants sont en contact direct avec le cosmétique, d'autres non. Donc ça, c'est aussi une considération à prendre en compte. Mais aussi la nature chimique générale, qui doit être connue. Mais en règle générale, les détails de la composition sont souvent confidentiels. Et la composition complète de l'emballage peut contenir des fois plus d'ingrédients que la formulation en elle-même. Donc, par conséquent, la composition de l'emballage, elle est souvent très difficile à obtenir. Et on le voit bien au travers de nos clients. Souvent, dans le DIP, c'est une partie qui est un petit peu plus compliquée à constituer que les autres. Et ça peut conduire à une évaluation de la sécurité qui est parfois plus complexe que l'évaluation de la sécurité cosmétique.
Donc, pour terminer sur les rappels réglementaires, donc l'évaluation de la sécurité, y compris l'évaluation de l'emballage, elle est sous la responsabilité de la personne responsable. Cette personne responsable doit travailler avec un évaluateur de la sécurité qualifié. Il doit obtenir des informations suffisantes et pertinentes sur le matériau d'emballage. Cependant, les fournisseurs, on sait qu'ils ils ont parfois du mal à transmettre les informations, souvent par souci de confidentialité et aussi de méconnaissance par rapport au règlement cosmétique ou les inquiétudes sur le secret commercial ou la charge administrative parfois assez lourde. Et du coup, je vais passer donc la parole à Anne-Sophie pour parler plutôt de l'approche sur l'évaluation de la sécurité des emballages cosmétiques. Merci Chloé. Donc effectivement, comme on vient de vous le présenter, il y a finalement assez peu d'informations dans la réglementation qui va expliquer quels sont les requis réglementaires à soumettre pour vérifier la conformité de l'emballage. Donc à ce sujet, Cosmetics Europe a sorti en 2019 le Packaging Advisory Document, qui est une sorte de guideline qui va viser à guider l'évaluation des emballages en contact direct avec la formule et qui va permettre de donner des règles pour justement vérifier cette conformité. Donc cette ligne directrice, elle va s'articuler autour de trois principes majeurs. Donc tout d'abord, la principale préoccupation, c'est que la principale préoccupation, c'est la migration possible de substances de l'emballage vers la formule. Par contre, on peut avoir d'autres phénomènes d'interaction, comme des phénomènes d'absorption ou d'adsorption de la formule vers l'emballage. Mais nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est uniquement la migration emballage vers la formule. Ensuite, on va également considérer que la plupart des produits cosmétiques, ils ont des propriétés physico-chimiques qui sont proches de celles des aliments. C'est pour ça qu'on va pouvoir se baser sur la réglementation également du contact alimentaire pour vérifier cette conformité. Et enfin, pour un usage cosmétique, on va devoir faire attention à certaines substances qui sont dites préoccupantes. Donc, par exemple, les substances sensibilisantes cutanées qui ne sont pas couvertes par le règlement du contact alimentaire, mais également toutes les substances CMR et les substances interdites et restreintes par le règlement cosmétique. Donc, dans la ligne directrice, le Packaging Advisory Document, vous avez globalement toutes ces réglementations-là que vous devez suivre pour votre emballage. Donc, vous allez devoir demander et vérifier la conformité tout d'abord en termes de niveau de métaux lourds d'après la directive 94/62, mais également la teneur en SVHC d'après le règlement REACH. Et ces deux réglementation, ces deux exigences, elles sont propres à tout matériau, peu importe que ce soit cosmétique, mais aussi pour des jouets, etc. Donc ça va vraiment être obligatoire. Et ensuite, pour tous les composants qui vont, eux, être en contact direct et donc qui ont un possible impact sur la sécurité de la formule en lien avec la migration de la substance, des substances de l'emballage vers la formule, vous allez devoir regarder si le matériau il est conforme au contact alimentaire ou si on a la présence de certaines substances préoccupantes, comme je viens de les énoncer, interdites ou restreintes, CMR ou sensibilisants cutanés. Donc globalement, l'approche pour vérifier la conformité pour l'usage souhaité, ça va être tout d'abord de décrire l'emballage, parce que comme Chloé l'a dit, on peut avoir des emballages qui sont assez simples, un pot avec un capot, éventuellement un joint, mais on peut avoir une pompe qui va être composée de plein d'articles différents. Donc c'est vraiment important de décrire chaque emballage et de savoir quels sont les différents composants. Et pour tous ces matériaux-là, on va devoir vérifier la conformité SVHC et métaux lourds, comme je viens de vous le dire. Et ensuite, on va identifier tous les articles qui vont être en contact avec la formule cosmétique. Donc, on va s'arrêter uniquement à cela. Mais il faut savoir que pour le contact alimentaire, on va aller un petit peu plus loin. Même des matériaux qui ne sont pas forcément en contact direct avec les aliments, on va quand même aller un peu plus loin. Mais là, pour les cosmétiques, on se base uniquement sur cela pour le moment. Et ensuite, en troisième étape, pour tous les composants en contact direct, on va d'abord vérifier la conformité au contact alimentaire. Et si on a une absence de conformité, par exemple, à cause de la présence de substances qui ne seraient pas autorisées ou la présence de substances qui migreraient au-dessus des limites établies par le règlement, on va devoir les évaluer. Et c'est ce qu'on va voir juste après. De la même manière, on va également déclarer toutes les substances préoccupantes qui sont présentes au-dessus d'un certain seuil, qui sont définies dans la ligne directrice.
Et donc, une fois qu'on aura identifié toutes ces substances préoccupantes au-dessus des limites et toutes les substances qui ne sont pas autorisées par le contact alimentaire, on va pouvoir réaliser une évaluation de la sécurité en se basant sur l'exposition du produit cosmétique. Et donc c'est ce qu'on va pouvoir voir maintenant, mais de manière assez succincte, juste pour vous présenter les 3 étapes majeures de l'évaluation de la sécurité. On va tout d'abord définir le danger de la substance, donc quel est son profil toxicologique, quelle est sa majeure toxicité, est-ce que c'est une toxicité sur les gènes, est-ce que c'est une toxicité reprotoxique, plutôt systémique, plutôt de sensibilisation. Donc on va pouvoir établir le profil toxicologique de chacune des substances que l'on a identifiées et définir ce qu'on appelle un point of departure, ou c'est une valeur toxicologique de référence qui va être utilisée ensuite pour le calcul de marge de sécurité. Si on n'a pas de données dans la littérature sur la substance, qui peut souvent arriver parce que ça va être par exemple des intermédiaires de synthèse, ce genre de choses qu'on peut retrouver, on va devoir, on peut réaliser une évaluation in silico à l'aide d'outils informatiques qui vont permettre de prédire la toxicité de la substance. Ensuite, on va devoir définir l'exposition, parce que là, on a défini le danger, mais il va falloir savoir à quelle dose le sportif va être exposé à la substance. Et donc pour ça, on va utiliser les notes of guidance du SSCS qui vont reporter un certain nombre de données d'exposition pour différents types de produits cosmétiques. Donc on va par exemple retrouver les expositions pour les déodorants, mais il est aussi capable de faire une évaluation worst case où on va considérer plusieurs catégories de produits et donc augmenter la valeur de l'exposition. Et une fois qu'on a défini cette exposition, on va pouvoir passer au calcul de marge de sécurité, où on va justement pouvoir, sur la slide suivante, on va pouvoir comparer l'exposition de la substance à la valeur toxicologique de référence qui a été utilisée, parce que vous pouvez très bien avoir une substance qu'on va considérer comme très dangereuse parce qu'elle a des effets reprotoxiques, mais si l'exposition est en dessous de cette valeur-là, on n'a pas de risque et donc on va pouvoir autoriser la présence de cette substance dans la formule cosmétique. Il faut toujours bien sûr prendre en compte voir potentiellement plusieurs substances de la même famille et qui peuvent potentiellement avoir la même valeur toxicologique de référence. Et donc, dans ce cas, il faudra bien cumuler les expositions. Donc voilà, c'est pour la partie évaluation du risque. Donc avec cette évaluation de risque couplée à une évaluation réglementaire, on va vraiment pouvoir, in fine, valider si les substances qui migrent de l'emballage vers la formule vont avoir un risque ou non pour le consommateur pour l'usage souhaité. Donc du coup, pour conclure rapidement, donc, comme on l'a expliqué avec Anne-Sophie, les emballages du produit cosmétique font partie intégrante de l'évaluation de la sécurité. La responsabilité revient bien au metteur sur le marché, donc la personne responsable selon le règlement européen. L'évaluation des emballages cosmétiques peut faire intervenir la réalisation de tests de migration, mais pas nécessairement. Ces conditions de test dépendent de nombreux paramètres. Et si c'est nécessaire, une évaluation si nécessaire, une évaluation toxicologique pourrait être nécessaire pour valider la sécurité ou non de l'emballage suite à ces études de migration. Merci, parce qu'à deux, vous avez tenu le timing, donc c'est pas évident. Effectivement, on voit que la chose est complexe. Je suppose que la plupart des acteurs peuvent s'appuyer sur leurs fournisseurs d'emballage quand même pour les aider, hein, parce que je pense aux étudiants qui sont là, qui ont envie de créer leur entreprise et de se lancer. Et quand ils voient tous les calculs, ils se disent oula, je vais peut-être pas y aller. Donc je pense que vous me confirmez. Effectivement, toutes les informations réglementaires qui sont collectées en amont, bien sûr, on les collecte auprès des fournisseurs d'emballage, mais il y a aussi une partie de... Enfin, les fournisseurs d'emballage ne connaissent pas forcément les exigences pour les cosmétiques, et donc il faut aussi qu'il y ait une personne intermédiaire qui explique ces exigences, pourquoi on le demande, et un toxicologue qui puisse réaliser ces tests, ces calculs. Donc,
Alors, j'ai pas eu de questions encore en ligne, ce coup-ci. Je vais remettre le câble, on ne sait jamais. On a quelques secondes. Si jamais il y a une question qui arrive, je la prendrai. Si quelqu'un a une question, il peut lever la main par l'effort aussi. Hein, ça va plus vite que de saisir parfois les choses. Sinon, vous avez, donc, au niveau de la réglementation, parlé de la sécurité du produit. Est-ce que quand le travail sur l'emballage se fait aussi sur la sécurité par rapport à l'environnement, je suppose on a parlé dans la conférence précédente de la loi AGEC, on a parlé aussi d'un certain nombre de contraintes. Je pense que ça fait partie aussi de l'approche globale de la sécurité de l'emballage ou... Effectivement, par exemple, si on veut, là, on a vraiment focalisé sur les requis réglementaires, mais qui sont plutôt applicables pour des emballages assez classiques. Mais si, par exemple, on veut se lancer dans du recyclé, c'est assez compliqué d'appliquer cette ligne directrice parce qu'elle va demander de vérifier certains points réglementaires qu'il n'est pas possible de faire pour des recyclés. Donc, effectivement, il y a cette partie environnementale aussi qui est prise en compte dans l'établissement de la stratégie, et donc on peut aussi aider à savoir quels sont aussi les différents claims qu'on peut mettre ou non sur l'emballage selon le type d'emballage qui a été fabriqué. Vous nous dites qu'il y a parfois des contradictions entre les textes de loi. Dès lors qu'on doit faire du recyclé, on ne peut pas avoir toutes les données pour répondre au cahier des charges qu'a imposé, classique, comme on dit. Oui. C'est pas drôle, ça. Oui. Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport à l'emballage et du coup à la migration éventuelle. Parce que du coup, ce que j'ai compris, c'est que c'était pas obligatoire des tests pour voir s'il y avait des choses qui migraient entre le produit et le packaging. On sait que les fournisseurs de packaging, ils sont pas hyper... ils fournissent pas beaucoup d'informations en fait parfois sur les composants qui sont utilisés. Est-ce que justement le fait de le rendre peut-être obligatoire ces tests, ça les forcerait pas à pousser un peu ce côté-là et du coup à rassurer le fabricant et le consommateur? C'est un bon point. C'est vrai que là, la ligne directrice, elle permet qu'on puisse valider la matière en se basant sur les parties réglementaires. Mais si vous n'arrivez pas à avoir ces informations-là du fournisseur, oui, il faudra faire des études de migration pour voir ce qui migre. Mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas d'obligation dans le sens où le Packaging Advisory Document, ça reste une ligne directrice. Et donc, en cas de contrôle, il faut que vous puissiez prouver que vous avez essayé de rechercher les informations des fournisseurs et si vous ne les avez pas, lancer des tests de migration. Après, à notre connaissance, on n'a pas eu de retour d'autorité, par exemple, qui bloquait sur ces points-là. Aujourd'hui, les autorités vont pas forcément regarder dans le détail le point du packaging, en tout cas pour l'instant. Mais ça peut ça pourrait venir. Voilà. Peut-être qu'il y aura plus de contrôle. En tout cas, pour les packaging biodégradables, comme vous ne pourrez pas vérifier avec le Packaging Advisory Document, il faudra mettre en place des études de migration avec des simulants adaptés pour votre produit. Et donc là, ça reste vraiment une approche de la personne responsable. C'est pas une obligation réglementaire dans le sens où la réglementation, elle va juste vous dire, vous devez être conforme vous devez vous assurer que votre emballage est safe. Après, il y a différents moyens de le prouver. Mais la réglementation ne va pas vous lister exactement quoi faire. Mais là, l'approche qu'on propose, couplée à des tests de migration, peut être une bonne approche d'évaluation. J'ai une question qui m'est arrivée là. Donc, comment gérer les CMR sans seuil, donc sans PED? Merci. Alors, le Packaging Advisory Document, dans la version draft, donc qui a été supprimée après, mais il recommandait de déclarer les CMR à partir de 1 ppm dans le matériau. Et dans la version finalisée de 2019, ils ont intégré les CMR dans les annexes 2 et 3 du règlement et ils ont établi la limite à 10 ppm. Donc, aujourd'hui, ce qui est demandé, c'est de déclarer les CMR au-dessus de 10 ppm. Si votre fournisseur vous prouve qu'il n'a pas de CMR en dessous de 10 ppm, on va considérer qu'on s'arrête là. Bon, c'est pas grave, mais oui, c'est revenu. On va considérer que 10 ppm dans le matériau, ça suffit pour l'exposition à des produits CMR, parce que la migration... On ne va pas avoir 10 ppm qui va migrer forcément dans la formule. Donc voilà, c'est le seul qui est défini aujourd'hui.
pense qu'on va s'arrêter là. J'avais une autre question, mais je pense qu'elle vous sera posée en direct pendant la pause par la personne qui l'avait posée, hein, sachant que maintenant on doit